Merci beaucoup pour cette présentation très élogieuse, Daniel. En ce qui concerne ce livre de dialogue, malheureusement, j'aurais bien voulu vous en montrer un exemplaire, mais j'ai oublié de l'amener. Je vous montrerai la couverture à la fin de ma conférence. Il est là ? Ah, merci. Bon. Bon, voilà. Merci. Donc, voilà le livre en question. Donc, je voulais dire que effectivement du sujet de ce livre, mais c'est un livre de dialogue, et dans ce livre, on a ma collègue et amie Christiane Villain n'a pas la même opinion que moi pour beaucoup de choses, donc nous discutons de façon parfois même forte, et moi ici je vais donner ma propre, c'est mon opinion que je vais donner ici. Alors nous allons présenter une conférence ensemble le 9 avril, je crois, dans les conférences de l'UAP, où nous serons toutes les deux, donc là nous allons en discuter, et cette conférence-là sera plus scientifique que celle que je vais présenter aujourd'hui. Alors je voulais dire que j'ai beaucoup hésité, et Daniel ne me contredira pas, à accepter de présenter cet exposé, parce que j'estime que je ne suis pas du tout une spécialiste de la question, je ne suis pas une cosmologue, et je ne suis pas non plus une philosophe. Il y a d'ailleurs des cosmologues très connus qui sont ici dans cet institut, donc je pensais que c'était plutôt à l'un d'eux, et je ne suis pas non plus la personne qui a le plus trempé dans le principe anthropique. Mais pourquoi j'ai quand même accepté de présenter cette conférence, c'est parce que ce principe m'interpelle depuis au moins 30 ans, et que j'estime qu'il est très mal connu, et en général, les scientifiques, quand on leur en parle, les scientifiques français surtout, ça leur donne des boutons, donc je pense, et le public, je pense, ne le connaît pas bien. Donc je crois qu'il fallait le réhabiliter, c'est pour cette raison que j'ai accepté de parler aujourd'hui. Je vais présenter donc les choses, voilà quel va être mon plan. Je vais d'abord vous introduire, parce que c'est complètement indispensable, une petite histoire de la cosmologie, puis la naissance du principe anthropique, le problème fondamental de ce principe qui est celui du réglage des constantes, je vais vous expliquer ce que c'est, les réponses qu'on donne au principe anthropique, et puis une discussion générale si Daniel me laisse la faire, parce que c'est pas évident que j'aurai le temps dans le temps qui m'est imparti. Alors d'abord, la question qui sous-tend un petit peu mon propos, c'est la suivante. Elle est très connue, celle de Leibniz. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Bon, vous allez voir la réponse qu'on peut donner à cette question à la fin de mon exposé. Alors, est-ce que d'abord c'est le rôle d'un scientifique de poser cette question ? Alors ici, je vous donne l'opinion d'un scientifique éminent et qui a des opinions très fortes sur un certain nombre de sujets. Je ne dirai pas son nom, vous le devinez peut-être. La science n'a pas et n'aura jamais de réponse à ces questions, et elle doit le dire. Bon. C'est clair. Alors, je vais quand même essayer de voir si la science pourrait éventuellement apporter quelques réponses. Alors, pour remonter d'abord dans le temps un petit peu, rappeler l'évolution scientifique depuis Aristote et jusqu'au début du XVIIe siècle, eh bien, la science était complètement mélangée, si vous voulez, avec la métaphysique, et on faisait appel, les idées dominantes, c'était ce qu'on appelait les causes finales, c'est-à-dire d'expliquer les lois gouvernant les phénomènes par des principes métaphysiques. Par exemple, la nature a horreur du vide, c'est un type de ce genre de raisonnement. Et puis, à partir du début du XVIIe siècle, bon, ça a commencé avec Francis Bacon à la fin du XVIe, et puis surtout après avec Galilée, et par la suite, pendant les 3 siècles qui ont suivi, eh bien, c'est complètement différent. La science est devenue disjointe complètement de la métaphysique et de la philosophie, et elle s'est fondée sur le postulat d'objectivité, c'est-à-dire sur uniquement les faits observables et expérimentables et expérimentaux. Alors,
pendant toute cette période, on a considéré que l'univers était comme une horloge qui répondait à un certain nombre de principes et que le rôle des scientifiques, c'était de comprendre le fonctionnement de cette horloge, mais il y avait quand même un grand horloger qui était derrière, qui avait fabriqué l'horloge et qui éventuellement intervenait encore dans le fonctionnement de cette horloge. Alors, la cosmologie, c'est-à-dire l'étude de l'univers dans son ensemble, eh bien, était réservée pendant toute cette période. Elle n'a pas été abordée par les scientifiques et elle était réservée aux théologiens pour la simple raison qu'il n'y avait pas de fait à se mettre sous la dent pendant toute cette époque. Donc, on arrive au début du XXe siècle, et au début du XXe siècle, la cosmologie, ce qu'on peut appeler donc l'étude de l'univers dans son ensemble, se réduit à ce moment-là encore à notre propre Voie lactée, à ce qu'on appelle la galaxie. Et l'univers qu'on a réussi à jalonner grâce à la détermination de distance d'étoiles, eh bien, c'est un univers qui a quelques milliers d'années-lumière. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les notations d'astronomie, les années-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière en une année, c'est 10 puissance 16 mètres, si je ne m'abuse, c'est-à-dire 1 suivi de 16 mètres. Donc vous voyez que c'est une très, très grande dimension, l'année-lumière. Bien, alors malgré tout, on arrive maintenant dans les années 1920, et la cosmologie, d'un seul coup, change complètement de statut. Elle devient une science. Elle devient une science pour deux raisons, mais je vais d'abord vous donner la deuxième, en quelque sorte, qui vient plus tard. C'est la découverte par Hubble, dont vous avez certainement tous entendu parler. C'est pas le télescope, mais c'est le scientifique, là. Hubble détermine la distance, pour la première fois, la distance de ce qu'on appelle une nébuleuse spirale, dont on pensait que c'était des petits nuages de glace qui se trouvaient à l'intérieur de notre propre Voie lactée, et il s'aperçoit que cette nébuleuse, elle est située plus loin que le diamètre de la Voie lactée qu'on connaissait déjà à peu près correctement à cette époque-là. Et dans les années qui ont suivi, alors il a découvert une quarantaine, il a pu déterminer les distances d'une quarantaine d'autres galaxies, et l'univers jalonné d'un seul coup a augmenté d'un facteur qui est presque 1000, il est devenu de 15 millions, de quelques millions d'années-lumière. Puis en 1929, alors vous voyez l'accélération des choses, on avait stagné complètement, on peut le dire, pendant des siècles et même presque des millénaires sur la cosmologie, et en 1929, il découvre ce qu'on appelle la loi de Hubble, et la loi de Hubble nous dit que les galaxies s'éloignent de nous avec une vitesse v qui est proportionnelle à leur distance d, et le facteur de proportionnalité c'est h, en l'honneur de Hubble c'est h0, ce qui veut dire que l'univers est en expansion. On ne peut pas traduire ça autrement que l'univers est en expansion, à moins de supposer qu'on est dans un endroit très particulier de l'univers, ce qu'on ne voulait surtout pas faire. Donc, à partir de ce moment-là, l'univers jalonné, il devient beaucoup, beaucoup plus grand. Il atteint des centaines de millions d'années-lumière et bientôt des milliards d'années-lumière, parce que, naturellement, il suffit de déterminer la vitesse d'éloignement de ces galaxies, qu'on détermine par ce qu'on appelle un décalage spectral, et dès qu'on a cette vitesse, on sait la distance, donc on jalonne beaucoup, beaucoup plus loin l'univers. Bon, et comme je vous ai dit, on découvre que l'univers est en expansion. Alors, par un miracle qui ne se produit presque jamais dans l'histoire de la science, il se trouve que, à la même époque, 10 ans auparavant, il y avait une théorie qui expliquait cette expansion de l'univers. Cette théorie, c'était la relativité générale, faite par, naturellement fondée par Einstein, et cette relativité générale, quand on l'appliquait à l'univers, ce que Einstein a fait tout de suite après l'avoir inventé, en quelque sorte en 1915, eh bien, ça donnait les équations de l'univers dans son ensemble. Et Einstein a fait une hypothèse qui est valable. Maintenant, on le sait, c'était une intuition à l'époque, mais elle était valable, c'est celle qu'on appelle le principe cosmologique, qui suppose que l'univers est identique, homogène et identique dans toutes les directions. Et grâce à ce principe cosmologique, eh bien, il n'y a que 3 paramètres qui restent pour définir l'univers, et ces 3 paramètres, c'est
la fameuse expansion de l'univers, H0, c'est la densité de l'univers, c'est-à-dire sa masse par unité de volume, et c'est quelque chose qu'on a appelé la constante cosmologique lambda, qui ne devait pas forcément être prise en compte. Alors, Einstein, pour des raisons philosophiques, voulait que l'univers soit statique. Donc, pour que l'univers soit statique, eh bien, il a donné une certaine valeur à cette constante cosmologique, qui a la propriété de traduire une force répulsive. C'est-à-dire que tandis que la gravité joue pour faire tomber l'univers sur lui-même, cette constante cosmologique agit comme au contraire une force de répulsion, et Einstein a choisi la taille, si vous voulez, la valeur de cette force telle qu'elle annule exactement la gravité. Donc l'univers devenait statique. Mais à ce moment-là, les deux grands scientifiques qui sont là, qui sont Friedman et Lemaître, l'abbé Lemaître, dont je vais reparler dans une minute, lui ont montré que l'univers ne pouvait absolument pas être statique, exactement comme si vous avez une pomme et que vous la mettez sur le faîte d'un toit, sa position est instable, elle va tomber soit d'un côté, soit de l'autre. Eh bien, l'univers sera soit en expansion, soit en contraction, mais il ne peut pas rester immobile. Einstein a mis plusieurs années à accepter cet argument, et quand il l'a accepté, il a dit que c'était la bêtise la plus grande qu'il avait faite de sa vie, et à partir de ce moment-là, eh bien, la constante cosmologique a été enterrée, tout simplement. Et elle est restée enterrée pendant 70 ans parce qu'évidemment, la plus grande bêtise de la vie d'Einstein, on ne pouvait pas la remettre au goût du jour. Donc vous allez voir, et ça va être un point important dans ma discussion, que cette constante cosmologique va jouer un rôle très important. Bon, alors la cosmologie devient donc une science comme les autres, mais pas tout à fait quand même, parce que la cosmologie s'intéresse à un univers dans lequel nous-mêmes nous sommes, et en plus avec des expériences qui ne sont pas reproductibles, et aussi avec des expériences, avec des énergies atteintes dans les débuts de l'univers qui sont incommensurables par rapport à celles qu'on peut atteindre en laboratoire, donc on ne peut pas tester les conditions au début de l'univers. Alors malgré tout, eh bien, le philosophe Jacques Merleau-Ponty a dit quelques années après, c'est une nouvelle aventure de la raison. Et il a dit quelque chose de très important que je considère comme la base de ce que je vais vous dire par la suite. Le scientifique ne doit pas se limiter aux observations locales en renonçant à toute vision globale. Il doit accepter que des principes théoriques soient imposés a priori sur l'univers de l'extérieur. Et c'est justement ce qu'on va essayer de faire dans la suite. Alors, je continue ma petite histoire de la cosmologie. L'abbé Lemaître, vous en avez tous entendu parler, j'imagine, a proposé, a réalisé en 1932 que l'univers était parti d'un moment initial, et il a appelé ça l'atome primitif, et par la suite on l'a appelé le Big Bang par dérision d'ailleurs au début, et puis maintenant c'est resté, bien que le mot ne soit pas très très judicieux. Bon, alors comme je pense Philippe Portier au cours de la dernière conférence a cité toute la phrase de Pie XII disant que maintenant enfin on a la preuve de la création de l'univers, eh bien l'abbé Lemaître, et vous en entendrez certainement parler si vous venez écouter la conférence de Jean-Pierre Luminet, l'abbé Lemaître lui-même a dit non, ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes, dissociées, et ça ne prouve pas, ce n'est pas une preuve de la création. Alors entre 1930 et 1950, l'univers a donc une histoire, un âge, et contrairement à ce que vous pouvez imaginer, son âge, il est très petit, il est de 2 milliards d'années seulement, parce qu'on s'était trompé d'un facteur 10, Hubble s'était trompé d'un facteur 10 dans l'estimation de sa propre constante. Donc l'univers, il était trop petit, et ça a expliqué que par la suite, parce que les géologues avaient déjà dit que la Terre avait plusieurs milliards d'années à cette époque-là, donc il y a des gens comme Hoyle, dont je vais reparler par la suite, qui ont développé
l'univers dit stationnaire et qui était en violente controverse avec les prônants de l'univers en expansion. Et je dois dire que pendant jusqu'à 1965, quand l'univers en expansion a été prouvé par la découverte dont je vais vous parler tout de suite, eh bien, les Français ne sont pas beaucoup intervenus. D'ailleurs, de façon générale, les cosmologistes français n'existaient presque pas à cette époque-là. Et par exemple, mon directeur de thèse, Schatzmann, croyait à l'univers stationnaire. Et je pense que les Français étaient très réticents parce qu'ils avaient un esprit, ils avaient gardé l'esprit contien, c'est-à-dire que des faits, et tant qu'on leur démontrait pas quelque chose avec des faits, ils n'y croyaient pas. Alors, il y a eu en 1965 la découverte du rayonnement fossile à 3 degrés absolus, c'est-à-dire moins 270 degrés Celsius. Et ce rayonnement qui est découvert dans le domaine micro-ondes, c'est celui qui nous parvient de l'époque où l'univers avait 400 000 ans après le Big Bang. C'est-à-dire une époque où l'univers était encore un bébé, on pourrait dire, puisque maintenant il a 13,7 milliards d'années. Bon, et ce qui est surtout très important dans l'histoire, parce que ça c'est vraiment scientifique, c'est qu'il était prédit par le Big Bang. Il était prédit qu'il y aurait un rayonnement de quelques degrés qu'on devait détecter un jour venant de toutes les portions du ciel. Et donc c'était une preuve quasi définitive qu'effectivement il y avait eu un Big Bang et que l'univers était bien en expansion. Alors entre les années 60 et 70, eh bien, l'univers est quasiment le même que celui qu'on connaît maintenant. Il avait de l'ordre de 10 milliards d'années-lumière de taille et puis il était âgé de 10 à 20 milliards d'années parce qu'on avait modifié la constante de Hubble. Et entre 1965 et 1970, moi j'ai vécu cette période-là, on se croyait vraiment dans l'âge d'or de la cosmologie parce qu'on avait l'impression qu'on avait résolu tout, il suffisait de déterminer avec une certaine précision la constante de Hubble et la densité de l'univers et on saurait comment l'univers était fait, s'il était fermé, ouvert, en expansion infinie, etc. Mais ce n'était pas du tout le cas. Et ce n'était pas du tout le cas parce que rapidement sont arrivées des découvertes un peu désagréables. Dans les années 1970, on a commencé par découvrir ce qu'on appelle la matière noire. La matière noire, c'est une matière qui n'est pas semblable à la matière qui nous entoure, en ce sens qu'elle n'interagit que de façon par la gravité. Elle n'interagit pas, par exemple, avec le rayonnement, donc elle est invisible, et c'est pour cette raison qu'on l'a appelée la matière noire. Et puis, dans les années 80, il y a eu une invention qu'on a appelée l'inflation, qui était une expansion fulgurante de l'univers tout de suite après le Big Bang, et cette inflation qui était un petit peu sortie de la poche ad hoc il y a 30 ans, maintenant elle a pris énormément de corps parce qu'on s'est aperçu, d'abord on a pratiquement une explication physique maintenant, et puis on s'est aperçu que ça résolvait des tas de problèmes qu'on avait mis sous le tapis, comme justement l'homogénéité de l'univers dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors cette inflation, vous allez voir qu'elle va revenir plusieurs fois au cours de mon exposé. En 1998, alors là c'est la catastrophe parce qu'on découvre l'accélération de l'expansion sous l'effet de ce qu'on a appelé l'énergie sombre. Alors en fait c'est tout bonnement la résurgence de la constante cosmologique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors cette découverte pour laquelle le prix Nobel a été donné l'année dernière à 2 astronomes, cette découverte elle était très désagréable parce que c'était complètement inattendu. On s'attendait au contraire à ce que l'univers soit ralenti par la gravité, non pas accéléré. Donc il faut expliquer ça. Alors tout ceci pose des problèmes qui sont vraiment très très difficiles à résoudre. C'est que la matière noire constitue 20% de la masse de l'univers. L'énergie sombre qui revient a aussi de la matière par l'équivalence matière-énergie de Einstein, E égale mc2, eh bien, représente 75% de la masse de l'univers, et l'ensemble, ça fait 95% de l'univers qui sont de nature encore complètement inconnue. Bon. Alors, ça fait partie des défis auxquels la cosmologie se trouve confrontée en ce moment. Alors,
La cosmologie est maintenant une science de précision, et avant de terminer sur la cosmologie, je voudrais vous montrer un exemple de cette précision, et un exemple qui a l'avantage de vous montrer quelque chose d'important. C'est justement ce rayonnement cosmologique dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce rayonnement fossile, on l'appelle le fond diffus cosmologique, qui est présent partout, dans toutes les directions. Eh bien, ce rayonnement cosmologique, il est à la fois incroyablement homogène et en même temps, il a des fluctuations qui sont très très riches d'informations. Car ces fluctuations, elles se sont formées pratiquement au moment du Big Bang, probablement par des processus quantiques, et elles ont grossi, et c'est à partir de ces fluctuations qu'on voit sur le fond diffus cosmologique que se sont formées les galaxies, les étoiles, les amas de galaxies, par effondrement sous l'effet de la gravité. Donc, ces fluctuations, elles sous-tendent toute l'histoire de l'univers. Alors les voilà, ces fluctuations, c'est une planisphère que vous avez peut-être déjà vue, j'imagine, et qui représente 360 degrés du ciel, et sur lequel vous voyez l'univers, donc 400 000 années après le Big Bang, et vous avez l'impression que c'est terriblement inhomogène, parce que ces fluctuations ont été augmentées, et l'intensité relative de ces fluctuations n'est que le 100 millième du fond, donc il a été terriblement amplifié pour qu'on puisse le voir. Sans ça, si on représentait ça à une échelle normale, eh bien, ça serait complètement, tout serait de la même couleur. Bien, alors là je passe parce que je n'ai pas le temps. Je voulais quand même vous dire quelque chose, et c'était justement à propos de ça que j'avais mis cette image-là, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est que l'univers à très grande dimension, l'univers dans son ensemble dépend du plus microscopique qui soit, c'est-à-dire de ce qui se passe en mécanique quantique. Donc c'est une notion qu'il faut maintenant intégrer. Je vais vous répéter ça à la fin, non, je m'excuse. Donc je passe maintenant à mon deuxième sujet qui est la naissance du principe anthropique. Alors le principe anthropique ne s'appelait pas comme ça encore, c'est un grand physicien britannique qui vivait à Cambridge, beaucoup de gens dont je vais vous parler vivent à Cambridge d'ailleurs, et c'est Dirac qui a eu le prix Nobel pour la découverte du positron, c'est-à-dire l'anti-électron. Et en 1937, il s'est posé des problèmes un petit peu philosophiques. Il s'est demandé pourquoi il y avait des tellement grands nombres dans l'univers. Par exemple, il s'est demandé pourquoi l'âge de l'univers est si grand, et par rapport au nôtre par exemple, et pourquoi la force de gravité est si petite. Contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer nous, la force de gravité elle est beaucoup plus petite que toutes les autres forces, que les trois autres forces, par exemple la force électromagnétique ou la force nucléaire. Et la critique qu'on lui a faite et qu'on fait encore, c'est que c'était de la numérologie. C'était peut-être pas tellement de la numérologie que ça, mais en tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'il a éveillé les esprits qui ont commencé à se poser des questions. Alors en 1961, c'est-à-dire, vous voyez, longtemps après, on a dit d'ailleurs que Dirac était devenu un peu fou. Alors ça fait partie des cancans parce qu'il venait de se remarier et que c'est pour ça qu'il avait sorti cette théorie bizarre. Bon, alors en 1961, un scientifique, un physicien américain répond à Dirac. Alors, je dis juste un mot sur Dicke. Dicke, c'était un de ceux qui croyaient, avant qu'on l'ait découvert, à l'existence du fond diffus cosmologique, et il le cherchait. Il cherchait à le détecter avec un appareil qu'il avait mis au point et qui a commencé à marcher en 1966. Mais malheureusement, en 1965, ce fond diffus a été découvert par hasard par deux ingénieurs de la Bell Telephone, Penzias et Wilson, qui ont eu le prix Nobel. Et ceux qui l'avaient prédit et ceux qui le cherchaient, Gamow, Dicke, ils n'ont pas eu le prix Nobel. Voilà, alors ça c'est une petite pique au comité Nobel parce que je pense que la théorie de temps en temps doit quand même aussi trouver place chez eux. Alors, voilà ce qu'il a dit Dicke. L'âge de l'univers n'est pas une valeur aléatoire parmi une large gamme de valeurs possibles, elle est limitée par les critères rendant possible l'existence de physiciens. Bon, alors ça vous paraît bizarre, mais je vais vous expliquer ce qu'il entendait par là. En effet, voilà.
Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait la vie? Parce que les physiciens, ça veut dire qu'il y a de la vie. Alors, moi j'ai inventé un mot que vous allez voir tout le temps maintenant, c'est la vivabilité, parce que je ne savais pas comment dire autrement. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour un univers vivable? Bon, alors il faut de la matière pour fabriquer les êtres vivants, et il faut de l'énergie pour les faire évoluer. Hein? Bon, alors ça c'est déjà pas si facile, vous allez voir que c'est pas forcément le cas. La vie, c'est la reproductibilité des organismes, donc il faut des molécules complexes. Et donc, il faut des éléments comme le carbone ou plus lourds qui soient capables de fabriquer des molécules complexes, parce que les éléments plus légers, comme l'hydrogène et l'hélium, qui constituent 98% de l'univers, ils ne sont pas capables de faire de la chimie complexe. Alors, en 1952, il y a Hoyle, celui qui s'était moqué de l'abbé Lemaître et qu'il avait même appelé Mr. Big Bang, parce qu'il ne croyait pas au Big Bang. En 1952, il s'est aperçu de la chose suivante. Le carbone est synthétisé par une réaction qui est le beryllium, plus un noyau de beryllium, plus un noyau d'hélium, c'est de la physique nucléaire, hein, donne un noyau de carbone, mais avec un reliquat d'énergie. 7,4 mégaélectronvolts, bon, ça c'est la façon d'expliquer, de noter les énergies dans ce domaine-là, des énergies nucléaires. Or, ça veut dire que cette réaction doit se produire très rarement parce qu'il faut qu'il reste de l'énergie. Alors, Hoyle s'est dit qu'il fallait qu'il existe un niveau excité du noyau de carbone qui se trouve à cette énergie-là. Et sinon, la réaction durerait trop longtemps. Alors, c'est ce qu'on appelle une résonance, là. Il a demandé, il avait son meilleur ami qui s'appelait Willy Fowler, qui était un expérimentateur en physique nucléaire, et lui a demandé de chercher ce niveau, et Fowler l'a découvert immédiatement. Fowler a eu le prix Nobel, Hoyle ne l'a pas eu parce qu'il avait un esprit très très peu orthodoxe. Alors, voilà ce que Hoyle a dit en 1952 à propos de sa prédiction. La position de ce niveau signifie que des créatures vivantes comme nous ne peuvent exister que dans une portion de l'univers où cette résonance existe. Puisque je vous ai montré qu'il fallait que le carbone ait le temps de se former pour qu'on puisse exister, nous. Alors, suite de la réflexion. Le carbone, quelques années plus tard, on s'est rendu compte que le carbone, il était produit dans les étoiles par des réactions thermonucléaires, mais à partir, de l'hydrogène, du beryllium et de l'hélium, qui eux sont synthétisés juste après le Big Bang, pendant les 3 premières minutes après le Big Bang. Donc le carbone, il est produit dans les étoiles, mais les étoiles, elles, ne se forment que 500 millions d'années après le Big Bang. Donc, il faut attendre 500 millions d'années pour avoir du carbone. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il faut que le carbone soit disséminé dans l'espace. Il est disséminé dans l'espace parce qu'il y a des supernovae qui explosent et qui envoient, alors non pas du carbone, mais qui permettent de disséminer la matière. Et le carbone lui-même, il est fabriqué dans des étoiles qui évoluent d'ailleurs très lentement, qui sont les naines. Les vents des étoiles peu massives, ce sont elles qui fabriquent le carbone dans son ensemble. Et donc, il faut attendre que toutes ces étoiles évoluent, enrichissent la matière interstellaire avec du carbone et que finalement le carbone devienne important dans l'univers, et ça va prendre plusieurs milliards d'années après le Big Bang. Et juste pour en noter en passant, de toute façon les éléments lourds, plus lourds que le carbone, nécessitent que le carbone ait été formé avant. Donc, carbone, oxygène, azote, etc., ça se forme seulement quelques milliards d'années après le Big Bang. Bon. Alors, on en déduit donc que l'univers, pour que nous puissions exister, doit forcément être âgé de plusieurs milliards d'années. Mais, en revanche, par ailleurs, il ne doit pas être âgé de beaucoup plus que 10, 20 milliards d'années, disons. Parce qu'à ce moment-là, toutes les étoiles auront été formées, elles seront mortes et il n'y aura plus d'énergie disponible sous forme, justement, capable d'induire la vie. Donc, l'univers ne peut avoir qu'un âge de 10, 20 milliards d'années. C'est une première contrainte pour notre vie. Alors, à ce moment-là,
en 1973, un jeune physicien qui d'ailleurs était aussi à Cambridge, mais qui est venu s'installer par la suite à l'Observatoire de Meudon, où il a un bureau depuis 40 ans qui se trouve à côté du mien, eh bien, Brandon Carter a défini ce qu'on appelle le principe anthropique, dont j'y viens maintenant. Alors, ce principe anthropique, ça vient naturellement du mot anthropos, qui veut dire homme. Alors, Brandon Carter, il a défini ce principe très curieusement et d'une façon amusante dans un congrès à Cracovie pour fêter le 500e anniversaire de Copernic et pour montrer que peut-être qu'il fallait réviser quand même nos idées sur le principe copernicien. Alors, il a défini ce qu'on appelle le principe faible, weak anthropic principle, j'énonce exactement la traduction de sa définition. Les conditions que nous observons autour de nous sont nécessaires à notre existence, mais nous ne devons pas les généraliser à l'ensemble de l'univers. Bon, alors, beaucoup de gens en voyant ça disent « Oh, c'est évident ça, c'est une tautologie ». Ben non, ce n'est pas une tautologie comme vous allez le voir par la suite. Et puis, ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas vraiment un principe, puisque c'est simplement l'observation des conditions dans lesquelles la vie peut prendre naissance. En plus, il n'est pas anthropique, puisque ce n'est pas non plus l'homme qu'on désigne par ça, mais la vie tout simplement. Bon, enfin, ce sont des détails. Alors, il a aussi défini ce qu'il a appelé le principe fort, Strong Anthropic Principle. Les paramètres fondamentaux caractéristiques de l'univers doivent être tels qu'ils ont permis l'émergence d'observateurs à une certaine étape de son évolution. Bien, alors ce principe anthropique fort, il a été très mal compris, en particulier à cause de ce mot doivent, peut-être mal traduit de l'anglais, en tout cas dans l'esprit de Brandon Carter, et ça je peux le garantir, ça ne signifiait pas du tout que l'univers a été conçu dans le but de générer des observateurs, qui a été l'interprétation qu'on a donnée presque immédiatement du principe anthropique, du principe fort. Donc lui, au contraire, il considérait qu'il devait y avoir des versions multiples de l'univers qui correspondaient à la mécanique quantique, à ce qu'un jeune physicien avait 10 ans plus tôt, 20 ans plus tôt, même proposé pour l'univers à partir des données de mécanique quantique. Alors là, vous regardez juste, c'est pour vous dire qu'immédiatement, ça a déclenché beaucoup de discussions. Et ici, vous voyez, j'ai mis en rouge, on ne le voit pas malheureusement, le livre principal qui a été écrit par Barrow et Tipler et qui a donné qui a été très critiqué. Alors eux, ils ont défini ce qu'on appelle le FAP, le Final Anthropic Principle, qui dit que à partir du moment où l'intelligence existe dans l'univers, elle va exister définitivement. Bon, alors ça a été très critiqué et il y a même quelqu'un qui a dit que il a intitulé ça le Completely Ridiculous Anthropic Principle, mais crap en anglais ça signifie quelque chose de très particulier que je ne veux pas vous dire. Voilà. Bon, et puis il y a eu des livres de vulgarisation, comme le livre de Tuan et les autres qu'il a écrits par la suite, la mélodie secrète, je sais pas où est mon, ah oui là, la mélodie secrète, et qui a donné une fausse idée de ce que les scientifiques dans leur ensemble pensaient de ce principe, puisque lui, il était pour effectivement le principe fort, disons, bien qu'il soit d'ailleurs bouddhiste. Alors, le problème du réglage des constantes, qui est le principe, qui est le problème sous-jacent fondamental dans cette affaire. Alors, ce problème, il vient de la chose suivante. La chose la plus bizarre, celle qui a interpellé peut-être le plus, ça a été cette découverte donc de la constante cosmologique ou de l'énergie sombre, si vous voulez. Alors, il y avait trois problèmes qui naissaient avec cette constance cosmologique. Le premier problème, c'est quelle est sa nature. Alors sa nature, on ne la connaît pas, il y a beaucoup de travail qui est fait là-dessus, et pour le moment, je crois que ce qui ressort le plus, c'est que ça pourrait être ce qu'on appelle une énergie du vide, et l'énergie du vide quantique, pourquoi ? Parce que il n'y a pas de vide, il n'y a jamais de vide en mécanique quantique à cause du principe d'incertitude d'Heisenberg. Il y a des fluctuations tout le temps qui ont un niveau d'énergie, des fluctuations qui échangent des particules virtuelles qui naissent, qui s'annihilent, etc. Et
on peut calculer cette énergie quantique du vide et elle est 10 puissance 120 fois plus grande que ce qu'on observe. C'est incommensurable puisque vous voyez 1 suivi de 120 zéros. Alors voilà, j'ai donné une petite représentation de l'énergie du vide, mais enfin, ça n'a pas grand sens. Alors, donc ça c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est sa nature. Comment expliquer que cette énergie sombre soit si petite, mais qu'en même temps, elle ne soit pas nulle. Parce qu'on avait admis pendant 70 ans qu'elle était nulle. Ça ne choquait personne, et elle était nulle. On peut imaginer qu'elle soit nulle parce qu'il y a des principes de symétrie qui font que qu'elle s'annule, tout simplement. Mais qu'elle soit très petite, c'est très difficile à expliquer. Alors, il y avait une solution qui s'est pointée assez rapidement, c'était en 1983. Je vous ai parlé de l'inflation tout à l'heure, expansion très brutale de l'univers, qui explique beaucoup de choses. Eh bien, il y a un cosmologiste, Linde, qui a proposé ce qu'on appelle l'inflation chaotique ou éternelle, qui a lieu à différents endroits ou différents moments, avec différentes valeurs de l'énergie sombre, et crée un ensemble éventuellement infini de Big Bang qu'on a appelé le multivers. Alors, je vous montre des exemples de multivers. Alors, dans l'esprit de Linde, c'était quelque chose comme ça, c'est-à-dire un Big Bang qui en engendre d'autres, etc. Chaque fois parce que il y a des fluctuations du vide qui grossissent et qui vont donner naissance par un processus qu'on connaît maintenant à peu près à un univers. Et puis une autre présentation où il y aurait un seul moment qui aurait donné naissance à tous ces univers, tous ces multivers. Bon, on va de toute façon revenir sur cette question du multivers par la suite. Alors, maintenant, troisième question qu'on se pose à propos de la densité de l'énergie sombre, c'est pourquoi sa densité est-elle du même ordre, vous vous rappelez, 70%, 30%, du même ordre que la densité de matière dans l'univers. Bon, c'est du même ordre, c'est pas strictement égal, mais quand même ça représente quelque chose d'assez curieux parce que l'énergie sombre, elle est constante, c'est d'ailleurs l'observation aussi qui le montre, et tandis que la densité de la matière, elle diminue rapidement avec l'expansion de l'univers. Donc ces deux valeurs se sont croisées, et c'était justement ça la grande découverte des deux prix Nobel qui ont trouvé l'accélération de l'univers. Elles se sont croisées il y a 6 milliards d'années. Depuis 6 milliards d'années, c'est l'énergie sombre qui l'emporte sur la gravité. Alors, on peut faire le petit raisonnement suivant. Si la pression de l'énergie sombre, la pression, plus la densité, était positive et plus grande, l'accélération aurait débuté trop tôt, les étoiles et les galaxies auraient été dispersées avant d'avoir le temps de se former. Et réciproquement, si elle était négative, c'est-à-dire dans le même sens que la gravité, l'univers se serait recontracté immédiatement avant la formation des galaxies. Donc, l'énergie sombre, finalement, elle a un tout petit, je vous empêche de voir peut-être, non, elle a un tout petit domaine de valeur possible pour la vie, et c'est ce qu'on appelle l'espace anthropique. Bien, alors il se trouve que 10 ans avant la découverte de l'énergie sombre, un grand physicien, Weinberg, qui a eu le prix Nobel pour avoir découvert l'interaction, ce qu'on appelle l'interaction électrofaible, donc rien à voir a priori avec la cosmologie, eh bien, il s'est aperçu, il a fait une prédiction de la valeur de l'énergie sombre. L'énergie sombre. Alors, pardon ? Dites-moi, interrompez-moi s'il y a un problème. Non ? Ça va ? Bon, alors il a fait une prédiction. Il a calculé, alors c'était un calcul un peu compliqué, il a calculé, d'ailleurs je l'ai mis en transparent ajouté, d'une façon simplifiée, il cherche la valeur maximum de la constante cosmologique telle que la vie puisse se développer, c'est-à-dire en fait que les galaxies aient le temps de se former, les étoiles et les galaxies aient le temps de se former. Et puis il fait aussi des petites suppositions sur les probabilités, et il calcule
calcule la moyenne de cette valeur, et qu'est-ce qu'il trouve? Eh bien, il trouve que la moyenne de la constante cosmologique, c'est à peu près 1/10, calculé donc théoriquement par lui, c'est à peu près 1/10 du maximum possible, et que ça correspond à une densité qui est à peu près 3 fois celle de la matière. Alors, vous ne savez pas encore que c'est à peu près, que c'est le 10e de la valeur possible, mais vous savez déjà que c'est 3 fois celle de la matière, et en fait c'est exactement ce qu'on a observé 10 ans plus tard. Donc, on considère, enfin moi personnellement, je considère que c'est ce qu'on appelle une prédiction anthropique, basée sur ce principe anthropique. Maintenant, ça nous amène à nous poser donc des questions, et en particulier la question suivante. Un réglage fin des constantes physiques est-il nécessaire pour que l'univers soit vivable? Alors, qu'est-ce que c'est les constantes physiques? Bon, ben, d'abord, c'est les 4 forces, les 4 interactions dans l'univers, la gravité que vous connaissez, la force électromagnétique qui donne la lumière, et 2 forces nucléaires, une sur la force nucléaire forte qui donne les réactions nucléaires, et faible qui donne la radioactivité. Bien, ces 4 interactions, il y en a une d'abord qui est beaucoup plus petite que les 3 autres, comme je vous ai déjà dit, c'est la gravité, et c'est grâce au fait que la gravité est incroyablement plus petite que les autres interactions que les étoiles sont grosses, que l'univers est grand et vit longtemps. Et c'est grâce à ça donc qu'il peut y avoir la vie. Les réponses au principe anthropique. Alors je les ai classées en 4, ces réponses. La première réponse, c'est la réponse que font pratiquement tous les scientifiques. Cette question n'a pas de sens. La vie n'a pas de signification profonde. Les dés sont tombés ainsi, c'est le hasard. Bon, alors effectivement, beaucoup de mes collègues pensent ça, pas tous, mais par exemple la collègue avec qui j'ai écrit le livre, c'est ce qu'elle pense, elle. Bon, alors voilà une petite, on peut dire, ne nous posons pas de problèmes idiots, hein, ça peut trivialement être dit comme ça, et voilà un petit exemple de ces problèmes idiots. Bon, alors... ces scientifiques, d'ailleurs, ils ajoutent aussi cette question est du domaine de la métaphysique. Bon, alors, deuxième réponse, la réponse spiritualiste, naturellement, c'est le principe anthropique fort, c'est-à-dire que l'univers a été fait pour aboutir à l'homme, et c'est ce qu'on appelle le grand dessein, ou grand design en anglais, et ce grand dessein, il est largement accepté aux États-Unis, et il a débouché sur une explication scientifique du créationnisme. Et là-bas, bon, on sait que 50 ou 60% des personnes interrogées croient au créationnisme. Alors, un phénomène nouveau qui se produit depuis une dizaine d'années ou une vingtaine d'années peut-être, c'est ce qu'on appelle le concordisme, c'est-à-dire qu'il y a on cherche à faire des réunions, peut-être comme celle-ci, où il y a des théologiens et des scientifiques qui se rencontrent pour essayer de mettre sur pied quelque chose qui les rassemble. Et par conséquent, en général, ils concluent au grand dessein, et c'est la Fondation Templeton ou bien l'Université interdisciplinaire de Paris qui font ce genre de réunion. Alors la troisième explication, c'est qu'il y a une théorie fondamentale qu'on ne connaît pas encore, qui s'appelle la théorie du tout, en anglais TOE, Theory of Everything. Et là, c'est la nécessité qui gouverne l'univers, c'est-à-dire que cette théorie va expliquer tout. Bon, alors, j'ai vu qu'il y avait un film sur cette théorie, j'ai mis l'annonce de ce film, je ne sais pas ce qu'il raconte, hein, mais je considère que cette théorie déplacerait le problème à un niveau fondamental, plus fondamental tout simplement. De toute façon, cette théorie n'existe pas encore, et probablement on est encore loin de l'avoir mis sur pied. Mais enfin, c'est une possibilité. Alors maintenant, il y a la quatrième possibilité, c'est que l'univers est infiniment plus grand que ce que nous en voyons. Il est constitué de poches dans lesquelles les constantes ne sont pas les mêmes, et nous vivons dans l'une de celles qui ont les bonnes constantes. Bon. Alors, c'est donc l'hypothèse des multivers dont j'ai parlé tout à l'heure, bien sûr.
Alors, ce que je n'ai pas dit, avec cette théorie de l'inflation qui donc s'est produite tout à fait au début de l'univers et qui donne éventuellement aussi naissance à une inflation éternelle et chaotique, c'est que cette inflation prédit un univers qui est bien plus grand. Alors si je vous dis le chiffre, ça va vous faire frémir, 10 puissance 100 fois plus grand probablement que l'univers, au moins que l'univers que nous observons. Donc il y a de la place pour qu'il y ait des choses bizarres qui se passent, différentes qui se passent dans cet univers. Alors, ici, je réinvoque encore ce physicien que j'estime beaucoup, Weinberg. La théorie du multivers, favorisée par beaucoup de cosmologistes en ce moment, est une étape dans une progression historique. Alors, cette progression, c'est qu'au XVIe siècle, le géocentrisme a été abandonné. Au XIXe siècle, le Soleil est devenu une étoile parmi des milliards d'autres, même des centaines de milliards. Au XXe siècle, la Voie lactée est une galaxie parmi des centaines de milliards d'autres. Et au XXIe siècle, notre univers serait-il un parmi des milliards d'autres ou une portion d'un univers incroyablement plus grand que ce que nous observons? Alors, oui, alors là, je voulais juste faire une petite comparaison avec la vivabilité, le fait qu'on vive sur la Terre, pour faire remarquer qu'il y a des milliards et des milliards, des centaines de milliards de planètes comme la Terre dans la galaxie, et que nous avons, alors j'ai fait un petit calcul, mais c'est pas la peine de le regarder, nous vivons sur la Terre parce que la Terre satisfait à des tas de conditions qui sont très très drastiques. La Terre est à la bonne distance du Soleil, donc sa température est vivable, la Terre est dans la bonne fourchette de masse pour retenir l'hydrogène et l'eau. La Terre a un satellite presque de même taille, c'est très important, qui stabilise son axe, et le système solaire est relativement stable, il n'a pas traversé de régions très perturbées depuis des milliards d'années. Voilà, donc c'est pour ça que la vie a pu se développer sur la Terre. Alors, pourquoi, maintenant, avant d'aborder la discussion, pourquoi le multivers est-il devenu à la mode, pourrait-on dire? Eh bien, c'est parce qu'il se trouve qu'une théorie qui est développée depuis une trentaine d'années, qui n'est pas finie encore, peut-être qu'elle ne sera jamais finie d'ailleurs, qu'on appelait la théorie des supercordes, prédit des univers multiples indépendamment du principe anthropique, tout à fait indépendamment. Donc, en fait, la théorie des cordes se conjugue à ce que je vous ai appelé l'inflation chaotique tout à l'heure, pour donner ce qu'on appelle le paysage cosmique, un univers infini où se créent sans cesse des poches, chacune a ses lois, ses constantes, la plupart meurent de suite et certaines durent longtemps et sont vivables. Voilà. Bon, et je passe maintenant à la discussion, si Daniel me laisse encore quelques minutes. Hein, oui, oui. Et vous aussi, peut-être, j'ai le droit. Bon. Alors, réfutable, prédictif et confrontable à l'observation. Alors, réfutable, le principe anthropique est-il réfutable? Bon, alors, non, peut-être pas, mais c'est pas une théorie en soi, c'est aux théories sur lesquelles il est fondé d'être réfutable. Par exemple, les cordes, si elles sont réfutées, et elles risquent de l'être, parce qu'il faudrait qu'on découvre pour ça des particules supersymétriques, et pour le moment on ne les a pas encore trouvées, eh bien les multivers s'effondreront aussi. Alors, un astrophysicien connu, aussi à Cambridge d'ailleurs, dit « ce principe est réfutable, car on ne doit pas trouver un excès de précision, une précision trop forte. » Alors, si Weinberg si on avait trouvé que la constante cosmologique, enfin que l'énergie noire, était 100 000 fois plus faible que la valeur maximum, eh bien, à ce moment-là, ça aurait été embêtant. Et comme on a trouvé qu'elle était qu'elle était un peu au-dessous, étant donné que la valeur, normalement, elle doit être plus grande, cette énergie du vide. Bon, eh bien, ça prouve que, en tout cas, c'est pas réfuté par ça. Alors, le principe anthropique est-il prédictif? Bon, ben, je crois que je l'ai montré avec l'énergie sombre et la constante cosmologique. Alors, il y a des gens qui disent, mais ça ne présente aucun intérêt parce que de toute façon, on aurait découvert la constante cosmologique quelques années plus tard. Alors, je leur laisse la responsabilité de leur pensée. Alors, le principe anthropique peut-il être confronté aux observations? Alors, je ferai juste remarquer qu'on croit à des particules qui s'appellent les quarks et qu'on n'a pas observées, qu'on n'observera peut-être jamais parce que toutes leurs prédictions sont vérifiées. Mais surtout,
remarquons quelque chose, c'est que est-ce qu'on voit l'univers, est-ce qu'on voit tout ce qui existe nous-mêmes? Eh bien non, parce qu'un objet qu'on observe à 13 milliards d'années-lumière, ça veut dire qu'il nous a envoyé sa lumière il y a 13 milliards d'années. Et maintenant, il n'est plus dans notre univers observable. Il est très loin, il est à 30 ou 40 milliards d'années. Voilà notre univers, notre horizon de l'univers, qui correspond à 13 milliards d'années, le temps que la lumière a mis à nous parvenir. Et l'objet qu'on a observé, il se trouve par ici maintenant. Et puis en plus maintenant, avec l'accélération qu'on a découverte, cet horizon de l'univers, eh bien, il va se rabattre vers nous. Et dans quelques milliards d'années, dans quelques dizaines de milliards d'années, on n'observera plus rien dans l'univers. On n'observera plus que la galaxie d'Andromède. Toutes les autres galaxies seront sorties de notre univers. Donc, faut-il dire par là qu'elles n'existeront plus? Eh bien, c'est... Comment ? Bon, alors, que se passe-t-il lorsqu'un objet sort de l'horizon observable? Il garde sa masse et il a donc une influence sur notre univers puisque l'espace est fait des masses. Et en particulier, il y a 2 ou 3 ans, il y a des gens qui ont affirmé avoir découvert une espèce de courant aux confins de l'univers qui serait la manifestation d'une masse forte qui se trouverait à l'extérieur de l'univers observable, pas très loin de l'horizon. Bon, alors, doit-on le considérer comme faisant partie de la réalité? Extrapoler trop loin, n'est-ce pas, comme le disait Élise dans cette même salle il y a 2 mois à peu près, une pente glissante qui débouche sur un précipice. Voilà. Bon, alors c'est possible, c'est possible. Alors, des observations pourraient confirmer le multivers. Alors ça, je n'ai pas le temps de m'y arrêter, mais juste pour vous dire, oui, un certain nombre d'observations pourraient conforter le multivers, mais en tout cas, aucune ne peut le réfuter. C'est-à-dire que on n'a pas inventé une expérience qui pourrait dire non, il n'existe pas. Donc, tout ce qu'on peut espérer, c'est trouver des choses qui le prouvent. Bon. Alors, je voudrais aussi ajouter qu'on a eu 2 révolutions scientifiques au XXe siècle qui ont changé complètement notre façon de penser, la mécanique quantique et la relativité générale. Et à partir de là, on a raisonné d'une façon totalement différente d'avant. Donc, on peut se poser la question de savoir si au XXIe siècle, on ne va pas avoir le même genre de révolution. Faudrait-il changer la méthode scientifique? Ne faudrait-il pas un changement de paradigme? Et bon, il y a des gens qui commencent à penser à changer la méthode scientifique en passant de ce qu'on appelle le réductionnisme à l'émergence, mais j'ai pas le temps d'en passer. Donc ça, c'est de nouveau un prix Nobel qui s'intéresse à l'émergence pour expliquer l'univers. Et j'ai pas le temps de m'arrêter. Je voudrais juste m'arrêter là-dessus. Faut-il un changement de paradigme? Alors le paradigme sur lequel nous vivons actuellement, c'est le paradigme de la physique macroscopique, des sciences macroscopiques. Tout phénomène peut être rattaché à une cause. Les causes s'organisent en lois générales à partir desquelles on peut déduire les phénomènes de détail. Bon, mais l'univers primordial, comme les trous noirs d'ailleurs, il vient de la mécanique quantique. Et à ce moment-là, la physique quantique, elle a un paradigme différent. Donc la cosmologie peut-être nécessiterait de lui emprunter ces concepts comme l'indéterminisme, la superposition d'états, l'intrication. C'est d'ailleurs ce que faisait Brandon Carter lorsqu'il invoquait des univers multiples dus en fait à la superposition d'états. Chat de Schrödinger explique. Bon, alors voilà mon résumé de la chose. Donc j'ai quasiment fini. Il semble qu'un ajustement fin de l'univers ne soit pas nécessaire à sa vivabilité, mais il doit tout de même satisfaire à certaines contraintes. Avec l'hypothèse du multivers, celles-ci peuvent être réalisées dans certaines poches de l'univers. Le multivers est contesté parce que les théories sur lesquelles il est fondé sont très spéculatives et qu'on ne pourra les tester que dans des cas particuliers, ce que je n'ai pas montré justement. Les lois et les constantes sont-elles extrapolables à très grande distance? En ce moment, il y a une controverse, par exemple, même en particulier ici à l'Institut d'astrophysique, sur l'une des constantes, la constante de structure fine. Est-ce qu'elle varierait
à grande distance, c'est pas complètement impossible. Et à ce moment-là, naturellement, on pourrait se dire qu'elles sont différentes dans une autre partie de l'univers. Et on est dans le principe anthropique faible. Et ce principe, naturellement, remet en cause le principe. Cette conclusion remettrait en cause le principe copernicien, puisque nous serions bien dans un lieu privilégié de l'univers. Alors, devons-nous nous poser ces questions? Moi, je réponds oui. En particulier, le principe anthropique, il a suscité énormément de discussions, il suscite des recherches en physique, même en particulier ici, à l'Institut d'astrophysique. Alors, il est possible, comme dit un physicien français, que ces questions n'aient jamais, c'est Étienne Klein, de réponse et que la recherche du début n'est pas de fin. Et alors, maintenant, je termine avec les commentaires de 2 prix Nobel. Weinberg, l'effort pour comprendre l'univers est l'une des rares choses qui hausse la vie humaine un peu au-dessus de la farce et lui donne la grâce d'une tragédie. Et comment peut-on espérer modéliser le Big Bang si l'on ne sait même pas expliquer la structure du popcorn? Et ça, c'est dans le dernier numéro, gros dossier spécial de la recherche sur la cosmologie, sur les origines de l'univers. Bon, alors, nous n'avons toujours pas la réponse. Voilà. Donc, j'ai terminé. Voilà.